ce qui me semble important, c'est tout ce qu'on peut ranger dans ce qu'on appelle les technopathies. Les mésusages et les technopathies. C'est-à-dire tous les mauvais emplois qui sont liés aussi à un système intensif de l'apiculture, hein, qui a son côté et son effet négatif, hein, comme pour le porc, la volaille, etc. Hein. Vous mettez 15 ou 20 000 bétails, 15 000 volailles dans le même enclos, vous n'aurez pas les mêmes œufs que des œufs où les poules vont être dans la cour de la ferme. Hein, je veux dire, c'est normal, hein, tout le monde le sait. Mais encore faut-il le démontrer. Donc ces technopathies, elles vont malheureusement en apiculture, elles vont très loin, parce que ce système intensif s'est développé. Tant que l'abeille avait beaucoup à manger, ça passait, c'est-à-dire que les effets délétères étaient mesurés, étaient contrôlés, du moins à défaut d'être mesurés. Depuis quelques années, ça devient de pire en pire. Et je pense qu'on a un effondrement de ces ruches parce qu'elles sont fatiguées, mais en même temps du travail qu'on leur demande et en même temps du manque au niveau nourriture, que ce soit par l'eau, par le pollen, par le miel, etc. Il y a un apiculteur qui a dit, il y a quelque temps, c'est une phrase que j'ai beaucoup aimée, on ne sait pas nourrir les abeilles. On peut leur donner de la nourriture, du sucre, du sirop en quantité, avec des protéines, c'est la mode en ce moment de mettre des protéines, qu'on ne sait même pas d'où elles viennent, dans l'alimentation des abeilles. Vous le faites une fois, deux fois, ça leur donne des coups de fouet, ça leur fait du bien. Mais vous ne saurez pas le faire pendant un an ou deux. Hein. Vos ruches auront des manques, vos abeilles auront des manques au niveau de leur métabolisme et vous aurez des gros problèmes. Au niveau des produits protéinés, nous avons éliminé les produits à partir du soja, qui étaient forcément des produits avec OGM. Et nous avons maintenant d'autres produits qui sont à partir de levure ou à partir de matières végétales non OGM également. You know, you're not supposed to have a hive this strong this time of year. You know, because you're coming out of winter, and that's what you know. I think a lot of people need to get back to reality, and these almond growers need to get back to reality. This is winter time. They're coming out of winter. They should come back. You know, if you get a 6 frame at bees, you should be happy. But you know, it all comes down to the dollar and what they're paying for, and you know, you can't blame them. But then another way, you know, everybody needs to wake up and, you know, kind of smell the coffee and look at stuff. If bees aren't in an almond orchard, they might make between 400 and 600 pounds of meat to the acre. If bees are there and the weather cooperates, they can make around 3,500 pounds of meat to the acre. So the reason why the almond grower pays us so much to be here with about 2 hives to the acre and sometimes between 3 and 4 hives to the acre is because it's kind of their crop insurance to make. They have one opportunity to make a big crop, and that's to cross-pollinate. In the case of an almond, they have to be cross-pollinated. The pollen has to go from one variety of an almond to another variety. They keep taking out grapes and keep taking out everything and putting almonds in, and the bee industry is supposed to try to keep up with all their plantings. And with our CCD and disease problems in the beekeeping industry, we're having a tough time meeting the demand that the almond industry is creating. So every year is going to be a new game as far as if we can meet that demand, and they want more all the time. When with urbanization, our bee pastures getting less and less in the United States, those don't match. Il y a surtout le système intensif qui s'est très fortement développé et qui met les abeilles dans des stress. Il y a quelques projets d'études qui avaient été faits par des organismes français et qui n'ont pas abouti pour pouvoir mesurer le stress de l'abeille, le stress en termes pathologiques, hein, en termes de maladies, avant le déclenchement des maladies, en fait, le seuil du stress, pour pouvoir évaluer ce seuil du stress où l'abeille va passer ce seuil de pression pathogène et déclencher les maladies, en fait. Hein. On a peu d'outils à l'heure actuelle, pour ne pas dire pas du tout, qui nous permettent, qui permettraient aux scientifiques de mesurer à quel moment
une ruche va être malade. Vous prenez un être humain, le docteur il le voit, il le regarde, bon finalement je vais vous faire une prise de sang, je vais vous faire une prise, on va regarder l'urine, on va regarder des analyses. L'abeille, qu'est-ce qu'on fait? On va prélever sur les abeilles, on va faire une recherche des maladies que l'on connaît. Mais qu'est-ce que l'on fait sur son sang, sur ses hémolymphes? Rien. Pourtant on sait extraire l'hémolymphe de l'abeille. On pourrait faire une analyse de sang de l'abeille. Et là on sait par des études in vitro qu'une abeille qui est fragilisée pour X raisons a une hémolymphe qui va contenir moins d'acides aminés dans les protéines ou qui va avoir... On sait les différences, mais on ne le met pas en pratique pour raison, comme d'habitude, de coût, parce que ça coûte trop cher, parce qu'il faut faire des analyses, il faut investiguer, il faut chercher, il faudrait des laboratoires qui soient spécialisés. Mais je vous ai parlé que de l'hémolymphe des abeilles, qui est le sang des abeilles. Mais il y a les glandes hypopharyngiennes, dont lesquelles sont nourries les reines. Il y a la cire que fabriquent les abeilles. Et bon, après, il y a les produits comme la propolis qui est ramenée de l'extérieur. Elle peut très bien contenir aussi des molécules. Après, il y a tout ce processus de molécules extérieures qui sont amenées à la ruche et qui agissent d'une manière plus chronique qu'aiguë, malheureusement. C'est-à-dire qu'on a des effets délétères qui vont se propager dans le temps d'une manière beaucoup plus sournoise et sans créer de trop forte mortalité. Finalement, quand on arrive à cette trop forte mortalité, c'est que quelques semaines ou 2-3 mois avant, on avait déjà des gros problèmes, mais on n'a pas pu les appréhender. C'est une des grosses problématiques de l'apiculture moderne. L'intensification de l'apiculture et tous les stress environnementaux se traduisent par un épuisement des reines. Mais l'abeille, dans ces conditions, donc je dis bien ces conditions sauvages de vie, se gère très bien. C'est-à-dire que la reine, au lieu de vivre 1 an ou 2, comme c'est devenu malheureusement le cas le plus souvent, elle peut vivre en pondant tout à fait normalement, en étant en pleine forme, 3-4 ans, voire jusqu'à 5 ans, on disait dans le temps. Une reine, pour un apiculteur transhumant, donc qui déplace ses ruches plusieurs fois, lorsqu'elle a fait une saison ou une saison et demie, c'est un maximum. Chose qu'on ne connaissait pas autrefois. Il y a encore 15 ans, 20 ans, lorsqu'on faisait de l'apiculture, il n'était pas rare de voir des reines de 3, 4, exceptionnellement 5 ans qui tournaient encore assez bien. Alors la longévité des reines diminue pour la simple raison, c'est que si quand une reine pond 2000-2500 œufs par jour, qu'il y a 30%, 20%, 15% de ces œufs qui sont, ou de ces larves qui sont nettoyées par les colonies, parce qu'on sélectionne des colonies bien nettoyeuses, qui sont nettoyées parce qu'elles sont en train de mourir, en raison d'une agression extérieure. Il faut qu'elle pondent 30% de plus. Donc elle va être vidée 30% plus vite. Donc si on changeait les reines tous les 3 ans, aujourd'hui au bout de 2 ans, il faut les changer, parce qu'on les fait se vider, pondre davantage pour compenser ces petites pertes que l'apiculteur ne voit pas nécessairement s'il a des colonies qui sont des bonnes nettoyeuses. Et comme on sélectionne des abeilles nettoyeuses, évidemment, dès qu'il y a une larve qui ne va pas très bien, c'est nettoyé, l'œuf est touché par un produit fongicide, herbicide, peu importe, et la reine repond. Alors évidemment, à ce rythme-là, elle est obligée de maintenir un rythme dingue, donc nécessairement, elle va se vider beaucoup plus vite. Voilà. La première cause est l'augmentation du système intensif de l'apiculture. C'est-à-dire qu'on produit des reines qui pondent de plus en plus et à qui on demande de plus en plus de ponte. Alors depuis 5 ans, disons moins de 10, facile depuis 98, le système s'est un peu accéléré, même beaucoup accéléré, parce que nous avons de moins en moins de miellés et de richesse de l'environnement. Donc automatiquement, l'apiculteur, qu'est-ce qu'il fait? C'est normal. Il faut qu'il soit prêt pour ses miellés et qu'il ait des grosses ruches pleines d'abeilles. Et pour ça, il faut qu'il ait des reines qui pondent. Donc on demande beaucoup plus aux reines d'abeilles de travailler, de pondre énormément. On les maintient en ponte par des systèmes très simples dans la profession d'ailleurs, de plus en plus en ponte, ce qui est normal. Cette fonction naturelle de ralentissement, d'augmentation de la ponte, est de moins en moins suivi naturellement. On essaye plus de contrôler pour avoir des reines qui pondent à la fin de l'été, qui repondent à la fin de l'été jusqu'en septembre pour avoir plein de nouvelles abeilles par exemple. Et au printemps, plus la reine ponde, plus on a des grosses colonies, plus on fera du miel.